Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Etc. saison 2. Pour cette nouvelle édition, nous vous proposons un rendez-vous mensuel articulé autour d'un dossier principal. Aujourd'hui, nous allons aborder en droit de la famille la question de la filiation dans les familles recomposées. J'ai le plaisir d'inviter sur notre plateau Marc Eraille, maître de conférence en droit privé et directeur du Cridon Ouest. Bonjour Marc. Bonjour Magali. Marc, les familles recomposées occupent une place importante aujourd'hui dans notre société. Pour autant, on observe dans le droit de la famille une forme de décalage. Est-ce que c'est un constat que vous observez ? Alors effectivement, la situation est assez fréquente et pour autant, le Code civil ne prend pas en considération ces relations entre beaux-parents et beaux-enfants. Et pour autant, on ne peut pas éluder le fait qu'il y a des liens affectifs qui se créent. Et il faut aussi reconnaître des enjeux patrimoniaux, notamment dans l'hypothèse d'une transmission qui pourrait intervenir entre beaux-parents et leurs beaux-enfants. C'est un sujet qui fait d'ailleurs objet de réflexion au sein de la profession notariale ? Absolument. Lors du dernier congrès des notaires de France, sous la présidence de maître Jean Gasté, une proposition a été émise consistant à reconnaître un statut de la beau-parentalité. Alors, en attendant cette nouvelle législation, quels sont les outils dont disposent les notaires pour pouvoir tout simplement exercer et ouvrir ces dossiers ? Alors, l'outil privilégié dans les familles recomposées va être l'adoption. Même si le Code civil n'avait pas au départ créé cette institution spécifiquement pour les familles recomposées, il s'agira d'une procédure judiciaire puisque le parent adoptif devra déposer une requête devant le tribunal territorialement compétent. Dans les familles recomposées, pourquoi l'adoption simple est-elle souvent utilisée ? Parce que l'adoption simple présente une particularité qui est de ne pas faire disparaître là où les filiations préexistantes. On va donc ajouter une filiation, la filiation adoptive, à la filiation ou aux filiations biologiques qui peuvent exister. Donc, l'adoption simple va faire coexister deux filiations. À tel point d'ailleurs que l'enfant adopté va acquérir de nouveaux droits dans la famille adoptive tout en conservant ses droits dans la famille d'origine, la famille biologique. Alors, à l'inverse, dans quelle situation utilisons-nous l'adoption plénière ? Ce sera beaucoup plus rare, car à l'inverse, l'adoption plénière fait disparaître les filiations biologiques qui pouvaient exister. Il paraîtrait assez absurde de créer une filiation adoptive en faisant disparaître toute relation de filiation biologique qui pouvait exister avant. Néanmoins, cela pourrait se concevoir s'il n'y avait qu'une filiation biologique, maternelle ou paternelle, qui existait auparavant, ou en cas de déchéance de l'autorité parentale ou de décès de l'un des parents biologiques. Cela reste très marginal. Et on imagine bien que dans ces cas précisément, le consentement du parent biologique est difficile à obtenir. Alors le consentement ou la question du consentement est un sujet particulièrement épineux. Encore qu'il faut observer que cela va dépendre de l'âge de l'enfant adopté. Si l'enfant adopté est mineur, j'ai absolument besoin du consentement du ou des parents biologiques. À l'inverse, dans l'hypothèse d'une adoption simple, si l'enfant a plus de 18 ans, je n'ai plus besoin de consentement des parents biologiques, car il n'y a plus d'autorité parentale, et qu'en matière d'adoption simple, en fait, le consentement du parent biologique est directement lié à cette question d'autorité parentale. Autrement dit, si un parent n'a plus l'autorité parentale, on n'a plus besoin de son consentement. Question épineuse que l'on rencontre souvent en matière de divorce. Il y a souvent une confusion entre titularité et exercice de l'autorité parentale. Si un parent biologique s'est vu retirer totalement l'autorité parentale, je n'ai plus besoin de me soucier de son consentement. À l'inverse,
Si le parent s'est vu simplement retirer l'exercice de l'autorité parentale, il en reste titulaire et son consentement est absolument nécessaire. Alors, dans ce cas, comment gérer des situations où nous n'obtenons pas le consentement ou bien que le consentement est introuvable puisque nous n'arrivons pas à être en communication avec le parent? Deux hypothèses différentes avec deux solutions qui vont néanmoins se rejoindre. Première hypothèse, j'ai sollicité le consentement du parent ou des deux parents, mais l'un refuse. Le juge peut passer outre ce refus en considérant qu'il est abusif. Cela sera le cas lorsqu'on sera en mesure de prouver que le comportement de ce parent a pu porter atteinte à la sécurité, à la moralité de l'enfant. Deuxième hypothèse, on ne peut pas solliciter un consentement puisqu'on ne sait pas où se trouve le parent qui devrait consentir à l'adoption. Et là, le juge, sur le fondement d'un autre article, qui est l'article 348.2 du Code civil, est en mesure de prononcer l'adoption sans ce consentement en considérant que le parent absent est dans l'impossibilité d'exprimer son consentement. Alors, le consentement est bien évidemment le point numéro 1 de vigilance pour les notaires quand il s'agit d'ouvrir un dossier. Mais quels sont les autres points à ne pas négliger ? Alors, les notaires s'étonnent parfois d'une demande de la part des tribunaux consistant à exiger un courrier de la part des enfants de l'adoptant et courrier exprimant leur accord à l'adoption. Pour autant, à la lecture du Code civil, aucune exigence n'est formulée en ce sens. Cependant, le juge ne prononce au moment du prononcé d'adoption doit vérifier que celle-ci est compatible avec les intérêts de l'adopté et les intérêts de la famille, en ce compris la famille de l'adoptant. Et le juge va s'assurer que l'adoption ne risque pas de créer de cataclysme familial dans les années à venir. Ce qui est plutôt rassurant, évidemment, pour les familles. Au-delà de cet aspect d'équilibre familial, quels sont les autres enjeux patrimoniaux ou fiscaux auxquels relève l'adoption, en fait ? Alors, il va s'agir essentiellement d'un enjeu fiscal. En l'absence d'adoption, si un beau-parent transmet à titre gratuit, donation, succession, à un beau-fils, à une belle-fille, cette transmission sera taxée à 60% dès le premier euro. En revanche, s'il y a adoption, je pourrais bénéficier alors du tarif en ligne directe entre parents et enfants. De surcroît, il y aura un abattement déjà de 100 000 euros sur lesquels aucun droit ne sera perçu. Attention, le notaire devra vérifier le statut de l'union des parents, car si les parents sont mariés, l'article 786, premièrement, du Code général des impôts s'appliquera complètement. À l'inverse, il faudra écarter ce régime de faveur si les parents étaient simplement unis par un pax ou vivaient en concubinage. Merci Marc pour toutes ces précisions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à retrouver tous nos programmes de formation sur notre site internet coform.fr. À très bientôt.